sur la censure. En fait, mon idée, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a quelques années, la censure, les gens quand ils étaient censurés sur YouTube, c'était grave pour eux, ils le prenaient vraiment au sérieux. Et j'ai l'impression que surtout en fait depuis Andrew Tate, il y a un peu un basculement où et c'est, tu sais, c'est un peu de l'ordre d'une révolution comme Tiananmen ou autre, où tout à coup les gens arrêtent de se dire non mais cette censure elle est sérieuse et ils l'ignorent et je pense que et notamment avec l'arrivée de Musk chez Twitter que en fait ils sont en plein en train d'enfoncer les barricades. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, bon, c'est peut-être une. J'ai cette impression que les gens ils commencent à en avoir à marre et en fait en l'ignorant, en se disant non c'est pas grave, c'est rien, etc. Ça va la faire disparaître. Tu vois, de la même manière que l'Union soviétique a été rendue un peu inexistante à partir du moment où les gens ont cessé de prendre tout ça au sérieux. C'est ça que c'est cette idée-là que j'ai en ce moment. C'est un peu un pressentiment. Je veux dire que les utilisateurs d'Internet autrefois étaient très choqués par la censure parce qu'ils s'attendaient à un sur lequel tout était, c'est ce qu'on avait vendu d'ailleurs, tout était permis dans les limites de la loi. Et puis la censure étant sans doute à partir de 2015-2016, la campagne présidentielle de Trump ayant provoqué une coalition entre les milieux intellectuels, les milieux médiatiques, les milieux démocrates aux États-Unis, puis étendu en Europe avec diverses lois contre la haine en ligne. Il y a eu toute une période comme ça pendant 4, 5 ans, 10 ans, qui a provoqué qui a provoqué une grande amertume, et puis qu'aujourd'hui, en fait, les gens haussent les épaules et se fichent de la censure parce qu'en réalité, ils la contournent, ou ils ont appris à jouer avec. C'est ça que tu veux En dire? fait, je pense avec Twitter notamment, on est en train de voir que c'est pas à sens unique déjà, qu'à partir du moment où on est supprimé, donc cancel comme on dit, en fait, on peut avoir la possibilité de revenir. Alors c'est vrai qu'il y a différents types, hein. Il y a les censures sur Twitter, YouTube, Facebook essentiellement. Et puis ensuite, il y a le deuxième niveau qui est la censure bancaire, PayPal, et puis toutes ces choses qu'on a vues arriver au Rassemblement national, notamment des banques qui veulent plus leur fournir des services. Ça existait avant, hein. Mais oui, tu veux dire? Pour le Front National, ça existait avant, ces problèmes de finances. Oui, oui, c'est vrai. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est le deuxième niveau qui devient vraiment très inquiétant parce qu'on se dit on devient vraiment un citoyen de seconde catégorie. Mais là, j'ai l'impression avec Twitter, même en fait, c'est surtout avec Andrew Tate, ce côté décentralisé dont on parlait, où oui, vous pouvez me supprimer, mais si tout le monde parle de moi, en réalité, je vais quand même exister. Vous pouvez pas tout couper. Ce phénomène blockchain, en fait, euh, j'ai l'impression que les gens ont moins peur. Et ce qui m'a poussé à penser ça, c'est en regardant le dernier podcast de Andrew Tate avec Full Send, donc le second qu'ils ont fait. La dernière fois, on a parlé du premier. Et ce second, il a tout de suite été censuré par YouTube. C'est pas évident d'aller le voir aujourd'hui. Mais il faut aller voir sur le site de Mais, Footsie. ouais, de Full Send ou bien sur Rumble, mais je crois que Rumble n'est pas accessible en France. Enfin, Rumble voilà, est il y a des... interdit en France depuis quelques temps, oui. Ce qui est Mais en dégueulasse, hein, fait, d'ailleurs, hein, c'est scandaleux, hein. oui, bah, moi je connais absolument pas le contexte. Qu'est-ce qu'il y a, enfin, quelles sont les vidéos qu'il y a généralement sur Rumble, etc. Moi, je sais pas. Pour moi, c'est un outil. J'ai pas d'avis particulier. Mais toujours est-il que les gens de Full Send, qui sont donc une jeune équipe d'Américains qui ont commencé en faisant des blagues, en fait, je crois que leur vidéo la plus connue, euh, c'était des étudiants qui étaient, je crois, en Californie. Ils étaient tous dans une voiture avec des caméras cachées
et puis se font arrêter par la police exprès. Et puis ils commencent à dire, ils ont l'air un peu comme ça, on ne sait pas ce qui se passe. Ils ont l'air de cacher quelque chose, mais ils font exprès, hein, parce qu'ils essayent de tendre un piège à la police. Et puis tout à coup, il y en a un derrière qui craque, qui dit bon, j'en peux plus. En fait, on a le coffre qui est plein de coke. Et puis les policiers commencent à se dire ah, qu'est-ce que c'est ça? Et puis ils ouvrent le coffre et puis c'est du Coca-Cola. Et ça a fait des millions de vues. Et ces gens, en fait, se sont construits comme ça une audience sur ces blagues. Et aujourd'hui, ils sont complètement changés de thème, puisque déjà, ils sont très forts en monétisation. Ils ont réussi à créer une marque de ce qu'on appelle les seltzers, c'est-à-dire c'est en gros une boisson, c'est un peu de l'eau gazeuse avec de l'alcool. Ça s'appelle Happy Dad, et donc ils en font tout le temps la pub. Et ils ont réussi à avoir comme premier hôte de leur podcast Donald Trump. Et puis de là, ils ont vraiment décidé qu'ils allaient parler à tout le monde sans se limiter. De la même manière que que l'autre fois, je parlais de Lex Fridman qui lui aussi a dit qu'il allait pas du tout s'empêcher de parler à Kanye West ou à d'autres. Et j'ai l'impression qu'il y a c'est un peu cette ambiance de gens qui se disent oui, peut-être qu'on est banni, mais en fait, on s'en fiche, on va continuer. Et je sais pas, moi je sens en moi la même cette absence de peur en fait J'écoutais tout à l'heure, tu m'avais conseillé d'écouter Lex Fridman interrogeant Ben Shapiro. Et je l'ai ouais. écouté hier et aujourd'hui, j'ai pas fini, j'ai écouté sans doute une heure et demie. Et Mhm. Ben Shapiro refait un peu l'histoire et il raconte comment au début de l'Internet, avant les réseaux sociaux, avant Twitter, on faisait des thumbnails, des listes de sites Internet qu'on allait régulièrement regarder. Donc moi je le fais encore un Ah petit oui. peu, en favori, je t'en de regarder encore des sites comme ça. Et puis que cette manière de faire avait été rendue obsolète par les réseaux sociaux voilà, tu t'abonnais à Twitter et puis tu avais un agrégat de tous les sites que tu aimais bien et qui publiaient leurs nouvelles régulièrement. Et donc tu allais, Ouais. ça. Et puis euh, là, ce que tu es en train de suggérer, c'est une espèce de retour en arrière où ayant plus confiance dans la transparence de Twitter ou des autres, enfin bon, principalement Twitter, hein, je pense qu'il fait ça, Facebook aussi pendant un temps, mais moi Facebook j'ai complètement abandonné à cause de ça. Euh, on retourne à des onglets sur notre navigateur et puis on va voir régulièrement tel ou tel site. Alors c'est moins commode que d'avoir un fil, une espèce euh, de journal en fait, avec voilà, ça a été publié, ça parle de ça, et puis tu essayes une sorte de navigateur en fait, des, Mhm. de moteurs, ouais, moteur de recherche plutôt qui t'indique ce qui est intéressant, enfin ce qui t'intéresse toi. Bon, ce sont les listes de contacts qu'on suit de comptes qu'on suit sur Twitter par exemple. Et Ouais. Ouais, ouais. en fait, la censure, alors c'est pas la censure à proprement parler, faudrait utiliser un autre mot, mais c'est puisque ce sont pas oubliés, hein, ce sont des réseaux privés qui ont le droit de mettre qui ils veulent en fait, hein, de choisir les règles qu'ils veulent. C'est juste, ouais. Faut jamais oublier ça et essayer de contourner en disant oui, mais en fait, c'est comme des journaux en fait, ils ont une responsabilité, ils doivent être régulés. Non, Ben Shapiro, il disait non, c'est pas la responsabilité de Twitter, de Facebook, de YouTube ou de Rumble ce qui est dit, de la même manière que ce n'est pas la responsabilité de ton fabricant de téléphone, de iPhone ou de Nokia ou je ne sais pas Mhm. qui, Apple, Nokia, de porter la responsabilité de ce que les gens se disent au téléphone. Tu vois, et je trouvais Ouais. ça très très bonne parce que ça exprime bien quel est l'outil, quelle est la nature de l'outil de Twitter par exemple ou de YouTube. YouTube n'a pas à porter la responsabilité devant la loi de ce qui est dit sur son site. C'est pas un journal. Il n'y a pas alors ils Ouais. se sont mis à partir de 2016 et c'est Shapiro qui fixe ce changement, ce basculement des années Trump, à partir de l'élection de Trump où soudain Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, Mhm. Berg, le fondateur de Facebook, sont interrogés par
passe dans des commissions devant les assemblées nationales, enfin les parlements, et puis ils sont obligés de se justifier. Et puis il y a ce fameuse interview, enfin cette fameuse audition de Zuckerberg, je sais plus dans quelle, peut-être la Chambre des représentants ou le Sénat américain, qui dit oui, ben alors oui, d'accord, on va réguler nos plateformes, mais mais on a besoin de la force de la loi, de votre loi, pour nous soutenir Mhm. dans cette régulation. Et beaucoup d'utilisateurs, moi pendant tout un temps, j'ai arrêté d'utiliser Twitter et Facebook, et YouTube, j'ai jamais arrêté. YouTube, j'ai toujours continué, j'ai toujours trouvé que c'était assez libre, YouTube. Pas tout à fait, Moi mais aussi, j'ai jamais très bien compris quelles étaient la limite à ne pas dépasser. ça Et en tout censure cas, je moins trouve que YouTube, hein, enfin, ouais, pas tout à fait. sur le cas d'Andrew Tate, il doit avoir enfreint certaines règles. Après, j'ai l'impression que ces règles évoluent tout le temps et c'est ça qui fait que c'est absolument évident ce que tu répétais au sujet de Ben Shapiro, qui est que les plateformes ne sont pas responsables de ce que les gens disent dessus, en fait. Ils offrent un service. Alors oui, ils vont être embêtés vis-à-vis des annonceurs, des gens qui veulent faire de la publicité sur leur site. Mais Oui, après, c'est eux c'est qui ça. choisissent un modèle publicitaire, hein. Ils pourraient dire aux gens, bah voilà, je sais pas, vous allez payer 5 dollars pour si vous voulez publier une vidéo, et puis de cette manière-là, ils commenceraient à avoir enfin, d'autres sources de revenus, ou je sais pas, des abonnements pour pouvoir regarder plus je sais pas, 3 heures par mois de YouTube. Il y a plein de manières de monétiser. Enfin, il me semble, hein, parce qu'évidemment, on sait que cette gratuité permet quand même toujours de faire que cette plateforme est l'endroit où les gens vont aller naturellement. Mais vraiment, en fait, la cancel culture, il me semble, hein, que même dans les médias en France, c'est quelque chose qui est vraiment décrié. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu une lassitude. Avec le cas notamment, encore à l'époque de Alex Jones de Infowars, quand il a été banni, donc ça je crois que c'était 2017, 2018, quelque chose comme ça. Encore à cette époque, moi je prenais au sérieux en fait le fait de se faire bannir de YouTube et tout ça. Et je me disais, ah mais c'est vraiment enfin là on est ostracisé, ça va être vraiment difficile de s'en remettre. Et en réalité aujourd'hui, je pense qu'en fait, si moi je le sens, c'est que d'autres doivent le sentir. Il y a un peu un, ils en ont marre en fait, Le plus et ils n'y mal. croient plus. Ouais. Et notamment évidemment l'acquisition de Twitter par Elon Musk fait et va exactement dans ce sens en fait. Donc c'était d'ailleurs assez extraordinaire les- le vote la réinstitution de Trump sur Twitter, là, moi, évidemment, c'était sur un autre fuseau horaire, mais c'était quand même assez dingue. C'était assez proche, hein, même 52, 52, 48, ouais, mais comme tout est, 51,8, quelque chose comme ça ouais, mais pour tout Trump. est comme une élection, quoi. C'est une sorte de loi de Pareto. La loi de Pareto, Ah oui. c'est cette loi générale qui dit qui partage tout en 80 et 20, 80%, 20%. Par exemple, Mhm. 20% des salariés gagnent 80% des salaires. 20% de salariés dans une entreprise produisent 80% de la valeur ajoutée. Et puis ça s'étend dans des domaines, alors ça c'est juste économique, mais ça s'étend dans des tas d'autres domaines. Et bon, ma loi de Pareto, c'est 52-48, c'est-à-dire quel que soit le sujet dans une démocratie, quand Ah on oui. interroge les gens, c'est toujours 50, 52, 48, 55, 45, toutes les élections, quoi, de nos jours. C'est Hein. vrai, ça pourrait être une extension, effectivement, de la loi de Pareto. Il y a pas de nom à ça, hein. Non, je n'ose pas, Non. j'ose pas la Ben, baptiser de mon nom. bah, je pense il faudrait s'y mettre, hein. Il y a pas de raison. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, quand moi je vois 52-48, je trouve que l'élection est pas très légitime. Or toi tu dis, mais en fait c'est un équilibre, c'est quasiment toujours comme ça ou proche de ce genre de résultat. Ça redonne de la légitimité parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent. C'est oui, vous avez gagné l'élection, mais il y a quand même la moitié des gens qui sont contre vous. Enfin, près de la moitié. Ils n'ont pas Et voté pour donc, vous, disons. Ouais. oui, c'est ça.
Ouais. Oui, ensuite, il y a d'autres manières de mesurer. Après une élection, bah, le taux de popularité, tu sais, machin est élu avec 52%, puis une semaine après, t'as un sondage et sa popularité est de 65%. Ah Il y a une oui. sorte de Ouais. soulagement. Donc, si tu reposes aujourd'hui la question de l'admission de Trump, qui n'a d'ailleurs toujours pas tweeté, je pense, sa Ah oui. réintégration, parce que visiblement, d'après ce que j'ai pu lire, il est coincé par des accords éditoriaux avec son réseau social qui s'appelle Truth Truth Social. Social. Je sais pas même pas comment est-ce qu'on y accède à Truth Social parce il est pas accessible sur l'App Store. Euh, Ah oui. et je l'ai pas trouvé. Je me demande s'il est pas sur Google Play ou je sais plus comment ça s'appelle l'équivalent de iTunes. Ou il est peut-être disponible qu'aux États-Unis, non? Je sais pas si Parce que je crois pas. Apple fait des restrictions géographiques. Oui. Ouais, ok. Ouais, Bon. ils font, ouais. Oui, Ça enfin dépend un bref, peu. peu Ça importe. doit être. Et donc Parce qu'en fait, justement, j'ai entendu que Truth Social est disponible sur l'Apple Store. ouais, d'accord. Bon Il me bref, semble. apparemment Donald Trump est coincé par ses accords avec Truth Social, avec les actionnaires de Truth Social qui se portent pas très bien, je crois. Et qu'il force à utiliser uniquement Truth Social pour s'exprimer. Il n'a pas le droit d'aller sur une autre plateforme, ou en tout cas de façon très restreinte. Enfin, bref, il y a des tas de contraintes. Et c'est pour ça il s'est toujours pas exprimé sur Twitter. C'est pas parce qu'il boude ou qu'il Oui. euh, boude comme Musk a voulu le dire, avec un petit Mhm. une caricature avec un moine qui prie et puis une femme qui présente son derrière au moine. Bref. Je sais plus pourquoi on disait ça. Oui, 50, oui, si aujourd'hui on réinterroge les utilisateurs de Twitter, peut-être qu'ils vont trouver, ça va être 60% et qu'ils vont être d'accord, tu vois. Il y a une espèce de bascule. Ouais. Une fois que le dieu démocrate a parlé, le dieu démocratie a parlé, eh bien, les fidèles, les croyants s'inclinent et puis disent bon bah ouais bah voilà maintenant c'est comme ça et il faut l'accepter. Ça a été juste, mais finalement il faut l'accepter. Et, et quelle que soit la question, hein, regarde le Brexit, c'était ça dépasse c'est jamais 60-40. Bon, à part 2017, l'élection de Macron contre Le Pen, c'était 62-38, je crois, quelque chose comme ça. Là, c'était très tranché. Mais la dernière élection, c'était 56-44. Enfin voilà, on est toujours dans le ric-rac, Mhm. entre 5 et 10 points qui séparent le premier du second dans bon, un scrutin uninominal. Hein, il faut faire attention, pas les scrutins anglais, enfin les modes d'élection, d'élection des assemblées ailleurs en Europe, en Allemagne, en Angleterre. En France, oui, c'est un scrutin uninominal à deux tours. Donc tu votes vraiment pour quelqu'un, donc là, c'est en général, c'est bien tranché. Ou alors tu additionnes les voix et puis tu arrives à quelque chose d'assez bien tranché. Ah, tu penses que même pour les partis, c'est parce que justement, j'allais dire que c'est exactement quelque chose qu'on retrouve pour toutes les à chaque fois qu'on vote pour une initiative en Suisse, par exemple, ce qui est très fréquent. Oui, quand la euh, réponse, quand c'est c'est aussi un de seul cet ordre-là, ouais. sujet, c'est soit deux personnes, soit un référendum, oui, non, bah, souvent, très souvent, dès qu'il y a une participation importante, c'est ric-rac. C'est 52-48. Alors on va Mhm. dire 50-48, voilà. Et peut-être pas sur les votations en Suisse, les référendums suisses, où tu as souvent une très faible participation, et donc les candidats, chaque camp réussit à mobiliser très fort ses propres partisans qui sont très remontés ou très contre ou pour tel sujet. Et dans ce cas-là, tu obtiens des 70, 30, enfin, là, ça peut. Mhm. Mais sinon, de façon habituelle, aux États-Unis, alors, aux États-Unis, une fois que tu ramènes à la population qui a voté, pour ric-rac, quoi. Bref. Voilà, Donc, donc pour moi, c'est une source d'espoir. Le fait que les gens commencent à ne plus avoir si peur que ça de la censure. Et parce que, voilà, quoi, moi, je suis largement pour. Enfin, je propose que les gens décident eux-mêmes s'ils ont envie d'écouter quelqu'un ou de pas l'écouter plutôt que de. Après, d'ailleurs, c'était quelque chose que je voulais ajouter, c'est que enfin, c'est bien connu qu'un des effets de la censure, c'est justement
d'accentuer, quasiment d'autant plus valider le point de vue de la personne qui est censurée, parce que les gens vont se dire ah mais c'est peut-être qu'il doit avoir raison. Enfin c'est là que commence le complotisme en fait. On se dit ah mais en fait il dérange, donc donc en fait il doit avoir plus raison et on lui donne encore plus de crédit. On attire évidemment les projecteurs sur lui parce qu'on se dit ah bah c'est quelqu'un de sulfureux donc etc. Et je trouve finalement que ça a l'effet inverse en fait. Ça donne plus de crédibilité à des gens qui ont peut-être pas finalement une opinion si bien défendue que ça ou si valable. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. J'ai écouté l'autre jour, la semaine dernière, une petite vidéo qui est disponible sur un de ses comptes multiples ou fleuris, Dieudonné, l'humoriste. Et il Ah y oui, avait un oui. petit compte, Parce que lui, il est ouais, lui, il est complètement complètement bête, censuré mais aussi. c'est un petit peu comme Andrew Tate, en fait. Il a plein de gens qu'il aime bien et qui repartagent Ouais. ses vidéos, ses sketchs, etc. Il s'est d'ailleurs, dans ses sketchs les plus récents, il a absolument abandonné, quasiment totalement, toute polémique anti-juive comme il pouvait le faire, hein. Il y a un moment où il fait une blague, mais vraiment, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il faisait avant. D'ailleurs, il était assez drôle hein, sur le sujet. Hein. C'était ah, bien Dieudonné. Hein. Il a beaucoup d'esprit, il a beaucoup d'énergie aussi. Et donc, il y a une petite blague, il y a une petite vidéo de 20 minutes qui fait un récapitulatif de sa vie. Il y a quelqu'un qui raconte sa vie avec une sorte de dessin animé et qui Mhm. raconte les incidents, les tentatives de meurtre. Alors, c'est ce qu'il raconte, mais c'est en tout cas à chaque fois documenté avec des vidéos, des gens qui ont filmé. Pas un jour, il y a un type qui a essayé, il se produisait dans une propriété privée, dans un jardin, et il y a un mec qui arrivait avec une bagnole et qui a foncé dans la foule. Ah ouais. Et sur la scène, enfin, il y a eu des cinglés qui ont essayé de l'éliminer. Il a été plusieurs fois, il s'est fait casser la gueule par alors lui prétend le Mossad. Bon, en tout cas, il y a eu des voyous qui ont essayé de lui casser la gueule, le tuer. Alors il a échappé à chaque fois, un peu par miracle, à plusieurs reprises. Et donc ça, c'est un gars qui s'est fait aussi bannir de partout, qui survit un petit peu sur YouTube, mais je sais pas combien de temps les comptes où il parle et qui reproduisent ces vidéos survivent. Et puis surtout, il a été victime d'une poursuite des autorités, mais c'est ahurissant. Il faudra poster cette vidéo parce que c'est quand même un cas Ouais, ça m'intéresse. Ouais. d'atteinte à la liberté d'expression. Et, euh, et moi, je suis pour une liberté d'expression radicale, hormis l'appel au meurtre qui doit être interdit, puis d'autres. Enfin, la liberté d'expression à la façon de la Troisième République, la loi de 1885, je crois, 86. Enfin, il y a une loi de la Troisième République qui était très libérale et qui régulait la liberté d'expression. Euh, Mhm. Hormis ça, je pense qu'on ne répond à l'erreur que par plus de paroles et pas par le silence. Parce que le résultat, c'est que ça crée des petites communautés extrêmement remontées qui se mettent à croire n'importe quoi, euh, Exactement. qui sont cinglées. Mais bon, le cas de Dieudonné, c'est quand même, ça méritera quand même une histoire un jour où les protagonistes Un sont film. de raconter ce qui s'est passé, quoi, la manière dont l'État français, le gouvernement français, sous Hollande. Valls, ouais, enfin, c'était le Ouais. premier Valls, et puis ensuite, et avant déjà, a commencé à mettre toutes ces armes les plus scandaleuses. Je parle même pas du fisc, d'essayer de tuer ce gars fiscalement, et il continue de parler, il continue de se produire. Et, il garde de l'esprit, il a une énergie incroyable. Et combien ce serait effondré. Euh, Peut-être qu'il est très déprimé d'ailleurs. Hein. Il est très très triste, j'imagine, par ce qui est Ah bah arrivé. ça Certainement. doit être Mais très bon, difficile. il garde quand même. Hein. Il se produit dans son dieu d'obus là. Il fait quoi qu'il arrive. Apparemment, il arrive à avoir des salles encore. Là, j'ai vu qu'il avait tout un programme de représentation en France. Il garde un public. Je l'ai jamais vu, mais j'irai bien. Je vais essayer d'aller l'année prochaine à un taxi, passe pas de chez moi, pour voir un peu qui y va, quelle est l'ambiance. Tu sais ce que je soupçonne, moi, à ce sujet? Parce que moi, je suis un gars qui est un peu comme lui, mais moins.
peut-être moins dans le viseur, c'est Greg Toussaint. Tu vois qui c'est? Non, pas du tout. Enfin, j'ai déjà entendu le Greg nom, mais Toussaint, il est, je crois qu'il faisait partie de la bande de Jamel Debbouze, ou enfin en tout cas de ces comédiens de voilà. Et puis il a pris une direction où il a décidé de critiquer le gouvernement, etc. Et puis surtout d'être donc lui il est Greg Toussaint, je crois qu'il doit être antillais. Et puis il a une bon, il est pas du tout pour l'immigration ni rien. Et donc, il a commencé à être banni, ouais, pas mal. Il y avait un truc qui faisait, en fait, c'était, il avait réussi à créer pas mal de mouvements. Il y en avait un, c'était le mouvement où, à chaque fois qu'il voyait quelqu'un en gros, participait à la destruction de la France, il demandait à les gens qui le suivaient de commenter le post, quelle que soit la plateforme, avec une émoticône de médaille, en disant voilà, cette personne, on lui donne une médaille pour le mal qu'elle a fait, en fait. Et, euh, et ça a quand même déplu au point où les réseaux ont commencé à vérifier tous les gens qui mettaient des médailles, etc. Mais lui, moi, ce qui m'a frappé et ça nous amène à Dieudonné, c'est que quand lui il fait des petits spectacles, parce que c'est comme Dieudonné, il est obligé d'aller dans des salles un peu indépendantes, très souvent, il prend son iPhone et puis il se retourne au dernier moment et il montre qui est dans la salle. Il y a que des blancs. C'est dingue. En fait, ces gens, et ça nous amène à un autre sujet dont je voulais parler, c'est que, en fait, je soupçonne, moi, que aujourd'hui, parce qu'en fait, je sais pas qui était l'audience de Dieudonné au début, quand il était avec Elie Semoun, etc., mais ils étaient quand même parlant des banlieues, essayant de s'adresser aux immigrés, en disant bah, regardez, la police vous maltraite, etc. Et donc ils s'adressaient probablement pas à des blancs à l'origine. Mais aujourd'hui, je suis quasiment certain que dans l'audience de Dieudonné, il n'y a que ça. Et pareil, et Greg Toussaint, ça j'en ai la confirmation, puisque c'est ce qu'on voit dans les spectacles. Et donc c'est très intéressant parce que ce sont des gens qui en fait ils s'adressent pas du tout. Pardon. Ils s'adressent pas du tout à des gens qui sont comme eux, c'est-à-dire Dieudonné, il est camerounais et c'est pas du tout des gens comme lui qui le regardent. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça nous amène à un phénomène que moi qu'on observe en France depuis pas mal de temps, qui est le fait que la plupart du temps, les héros enfin donc les gens qui défendent, par exemple les causes conservatrices et de défense de la France, de la nation, etc., sont souvent incarnées par des gens qui, en fait, ne sont pas des Français de plusieurs générations. Je pense à Éric Zemmour, euh, Greg Toussaint en est un. Et en fait, on a quasiment l'impression que les Français, bah, ils donnent plus de crédit à des gens qui a priori, ne seraient pas des gens de leur bord. Et ça, c'est comme un phénomène assez intéressant. Je pense que tout le monde le sent un peu hein, quand on voit quelqu'un un peu un néophyte ou une personne qui vient d'ailleurs et puis qui se met à défendre des idées auxquelles nous on croit. On se dit ah bah c'est dingue, il faut que les gens viennent l'écouter, un peu comme les nouveaux convertis dans une religion. Mais c'est particulièrement fort, je trouve, avec dans la politique ces dernières années. Évidemment, on peut toujours se dire enfin, moi, ce que un des problèmes que j'interprète pour la France, c'est que la France, enfin, les Français ont un peu une haine d'eux-mêmes, et c'est même quelque chose qui est valable un peu en Occident plus largement. Or, s'ils ont une haine d'eux-mêmes et que parallèlement ils disent ah bah c'est pas bien, il faut pas avoir honte de soi-même, mais quand ils choisissent quelqu'un pour les représenter, ils préfèrent des gens qui sont en fait immigrés et parce qu'ils défendent leurs idées, mais c'est mieux s'ils sont immigrés. En fait, je j'ai pas l'impression que ces gens ils ont vraiment résolu le problème. Tu vois ce que je veux dire? Ils restent toujours dans la préférence de l'autre. oui, mais ça ouais, ça, c'est un phénomène. Je pense que c'est plus simple en fait, hein, bon, d'autres l'ont Ils se cachent. analysé. Ouais, c'est ça, c'est plus facile d'utiliser. C'est Henri Guesquin qui a une expression, c'est les immigrés super patriotes.
crois que c'est l'expression qu'il Oui. utilise. Et c'est plus simple d'écouter quelqu'un qui te parle qui tient un discours identitaire, ou en tout cas discours populiste, on va dire, anti-cosmopolite, euh, qui n'est pas de ton ethnie, enfin encore que de ta nation, on va dire, parce que la France, par exemple, n'a pas une définition ethnique. Euh, et c'est courant dans d'autres pays aussi, hein, aux États-Unis. Bon, ça dit, les États-Unis, c'est différent parce que là, il y a vraiment, là, c'est pas, il y a pas la définition, le rapport à la couleur de peau est encore plus éloigné. Et donc, tu as beaucoup de conservateurs qui Tu penses à sont, qui aux États-Unis? bah, je sais pas, Thomas Sowell, Candace Dace, Owen? c'est quoi son nom de famille? Candace Owen. Candace Owen. Euh, Tu vois, c'est pas des gens, bon, ce sont des noirs dans Oui, les deux cas, pas des gens qu'on ouais, s'attend c'est à vrai. du côté conservateur. Il y a le président de la Cour suprême, le juge, non, c'est pas Alia, je crois. Enfin, bref, il y avait un noir, un juge noir à la Cour suprême aussi. Je crois qu'il s'appelle Thomas. Il est très Je sais plus comment il conservateur s'appelle. aussi. Ouais, Clarence, ouais. Justice Clarence Clarence Thomas. aussi. Ouais. Bon, lui, c'est différent parce que c'est un juge, il s'exprime pas en politique. Non, là, j'exagère, mais c'est quand même, il est conservateur, il est connu comme conservateur, et comme très conservateur. Euh, ouais, Oui, mais en fait, bizarrement, donc c'est peut-être valable aux États-Unis, mais pour moi, les États-Unis, c'est encore l'Occident. Mais je pensais que tu allais me donner des exemples ailleurs, par exemple en Inde, ou je sais pas, au Maroc, ou tu vois, dans des endroits ah, bah comme non! ça. Ah non! Ah non, en dehors de l'Occident, ça n'existe pas. Ben non, ça, bien sûr, tu trouveras jamais un Narendra Non, mais Modi, qui est le président non, populiste, hein, de l'Inde, ultra populiste, c'est-à-dire défendant l'identité hindoue et pas du tout l'identité multiethnique, persécutant, en tout cas Mhm. tenant la bride serrée aux chrétiens et aux musulmans en Inde, puisqu'il y en a beaucoup. Et non, lui, il est tout à fait hindou, tout à fait indien, hein. Alors, je sais pas de quelle ethnie, parce que c'est pas beaucoup. Il est la peau assez claire, donc il est sans doute peut-être du Nord, sans doute d'origine aryenne. Euh, je parle même pas des pays peuplés de races asiatiques, enfin, de mongoloïdes, de peuples aux yeux bridés, avec des nez très, très aplatis. Enfin, voilà. Donc dans ces peuples-là, bah, ils sont tous. Alors il y a des tas d'ethnies ensuite, hein, ils se distinguent comme ça. Hein, mais bon, Xi Jinping, c'est un Han. oui, Mais cela dit, il faut pas oublier, la Russie soviétique était gouvernée par des étrangers, très souvent. oui. L'Union soviétique, ça a été le premier vrai Russe à diriger l'Union soviétique, c'était Gorbatchev. Ah oui, oui, c'est ça, Tous parce les que autres étaient des étrangers. Lénine Lénine était était à turc, moitié c'est ça? turc et à Ouais. moitié, alors moitié juif, je crois aussi. Staline était géorgien, entre Mhm. Beria, Khrouchtchev, Brejnev étaient des Ukrainiens, Ukrainien, oui. peut-être des Russes, mais nés en Ukraine et de nationalité ukrainienne, puisqu'il y avait des nationalités soviétiques. Ouais. C'est seulement après Brejnev qu'il y a un Russe qui est arrivé. Ouais, ouais, c'est vrai. Yeltsin, il a l'air quand même très mongoloïde. Hein. Il va, je sais plus quelle est l'origine de Yeltsin, mais il a les yeux très brillants, Tatar, peut-être. tatar. Poutine, lui, est un Russe européen, quoi, entièrement, je pense. Hmm. Et puis ailleurs, en Europe, ben, en Angleterre, Boris Johnson, qu'on fait passer pour un Oui. Anglais, un peu plus un nationaliste. En fait, il n'est pas du tout. Je crois que certains Français savent qu'il a une grand-mère française, je crois. Il est d'origine turque. Enfin, il est pas du tout. C'est pas Américain c'est aussi. une sorte de Sarkozy. C'est une sorte de Sarkozy Oui. anglais. Tu vois, il est très très mélangé de tas Et d'origines. teint en blond. Alors, il n'est Sarkozy pas teint tant. en blond. Ah, mais c'est un Sarkozy teint en blond. Ouais, Boris Johnson n'est pas très. Mais puis aujourd'hui, ben c'est Rishi Sunak, ouais. Rishi Sunak dont on a déjà parlé. Mhm.
Ouais. Euh, Non, mais L'Allemagne c'est vraiment. l'Allemagne n'est pas un pays avec des immigrés super patriotes, à ma connaissance, hein. Euh, Est-ce qu'il y aurait un Turc Hmm, élu turc à droite qui serait particulièrement ou un candidat particulièrement bruyant? Pas que je sache. En Italie non plus. ouais. En Espagne non plus. Euh, Et pourtant, ce sont quand même des pays d'immigration, hein. Oui, C'est étonnant, hein. oui. Enfin, ça a été des pays d'émigration beaucoup, hein. Espagne, Italie, Oui, certes, ouais. récemment, d'émigration récente, et on le sait en France. Mais en France, bah, t'as un Jean Messia, alors bon, qui ont de la télévision, enfin il est égyptien et il tient des discours. Il, il en avait une bonne là, j'ai entendu. Je sais pas si Vas-y. tu as entendu, il y a un Non. petit, les gens ont parlé de la Fnac qui mettait en Ok. vente une espèce de loto, un jeu des Antifa. Les Antifa ont créé un jeu et puis ce jeu est en vente à la Fnac. Et alors, les milieux de droite se scandalisaient parce que la Fnac vendait un jeu qui faisait la promotion des Antifa, qui est une milice ultra violente, euh, Mhm. fascistoïde, qu'il faudrait absolument dissoudre. Mais bon, elle sert en tout cas bien les intérêts de la police dans certaines manifestations. Et puis Jean Messia disait, qu'est-ce qu'on aurait dit si, si on avait fait le loto, le 1000 bornes de la remigration. Bon bref, enfin Ouais, encore un qui est complètement qui est égyptien, je pense de copte probablement, enfin en tout cas égyptien et il a ouais. tout l'air français. Bref, oui, ça c'est un mystère. Les Français traditionnels aiment bien ça. Parce que c'est sans doute plus facile à écouter. Regarde Jordan Bardella. Jordan Bardella, par son prénom et par son nom, il doit être d'origine italienne, je pense. Bardella, ça va être italien. Ah, il est pas Bon, américain? Jordan? non, mais j'ai encore un immigré super patriote, tu vois, est à la tête qui est à la tête du Rassemblement national maintenant, alors qu'il est, je sais même pas si sa mère est française. En tout cas, son nom de famille n'est pas du tout d'origine française. Et il l'a pas francisé d'ailleurs, hein. Alors que Mélenchon, lui, a francisé son nom de famille. C'est Mélenchon, il est vrai. d'origine espagnole, il s'appelle Mélenchon, et bon, bah, il s'appelle Mélenchon. Mhm. Ouais, ouais. Il n'a jamais demandé à ce qu'on dise Non, non, et puis, Mélenchon. ouais. Non, c'est vraiment étonnant parce qu'en fait, effectivement, qu'à gauche, les gens fassent ça, c'est relativement logique, mais qu'à droite, les gens le fassent aussi. En fait, c'est un paradoxe dont ils n'arrivent pas vraiment à se défaire. Ouais. Mm. Bah, on connaît bien les photos de groupe de la rédaction de Libé, tu sais, Libération, Ah voilà, oui, oui. qui est un journal qui fait l'apologie de l'immigration, de toutes les causes progressistes qui impliquent très souvent donc l'innocence des populations immigrées, des délinquants. Et puis en fait, sa rédaction est entièrement blanche. Ouais, ouais, Il y a ouais. pas Non, non, mais ça. peut-être que le vigile est anti à l'accueil. Je suis pas sûr, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, on observe la même chose dans les universités américaines, dans les groupes là, qui sont. Enfin, c'est assez dingue aussi, hein, le manque de diversité chez ces gens qui. Enfin, je sais pas si en fait simplement ils n'arrivent pas à intéresser ces gens, justement les gens de la diversité, comme on dit. Euh, ouais, ça c'est vraiment le. Je pense que parfois ils doivent quand même se regarder dans le miroir et se dire, il y a peut-être un problème. Bon, enfin, en tout cas, dans les votes, dans les urnes, les populations immigrées votent, enfin les populations noires aux États-Unis, ne sont pas des immigrés, enfin, en tout cas noirs, votent 70% pour des démocrates, 80% pour les démocrates. En France, les populations immigrées votent France insoumise, enfin en tout cas d'origine extra-européenne votent France insoumise. Ça c'est tout à fait documenté. Ils sont pas très nombreux à voter, ils sont pas, mais bon quand ils votent, ils votent.
Hmm. fait basculer certaines villes ou certaines circonscriptions. Euh, donc ils sont pas les immigrés super patriotes, ne les intéressent pas quoi. Ils sont pas attirés par ces gens-là. Ça reste le vote reste à gauche, hein, reste cosmopolite.